du temps où je me prenais pour un génie, où je crevais de faim et où personne ne voulait méditer. Je hantais bien plus qu'aujourd'hui les bibliothèques publiques. Ce que je préférais, c'était d'avoir pour moi seul une table en contrebas d'une fenêtre par laquelle les rayons du soleil venaient me réchauffer la nuque, le haut du crâne, les mains, au point que je finissais par penser que tous ces livres avec leurs couvertures rouges, oranges, vertes, bleues, si impeccablement rangés sur leur rayonnage, étaient dépourvus d'intérêt, voire factices. Quoi de plus merveilleux que de sentir le soleil sur sa nuque, que de somnoler, que de rêvasser, sans avoir à se soucier de son loyer, de son ordinaire, de l'Amérique, de ses devoirs de citoyen. Et pourquoi aurais-je continué à me demander si j'étais ou non un génie, puisque je désirais par-dessus tout rester en marge de cette société? L'instinct de conservation, la volonté de puissance dont mes semblables faisaient montre me sidérait. Qu'un homme passât ses journées à changer des pneus, ou à parcourir les rues en vendant des ice creams, ou à se présenter au congrès, ou à ouvrir le ventre d'un quidam dans une salle d'opération, ou au cours d'une rixe, tout cela m'indifférait. Pas question que j'y participasse. Et par parenthèse, je ne veux toujours pas y participer. Quand une journée s'achevait sans que j'eusse collaboré avec le système, je chantais victoire. Boire immodérément du vin, quitte à dormir dehors et à claquer du bec, voilà ce que je préférais. Et de toute manière, je disposais de l'arme absolue, le suicide. Qu'il existât me rassérénait. La pensée que je fusse en mesure de m'échapper à tout moment de la ménagerie m'insufflait en effet le courage de m'y attarder encore. Quant à la religion, elle n'était qu'une arnaque, qu'un énorme simulacre. Et j'avais la conviction que ma foi n'aurait pu être sincère que si elle s'était imposée à moi sans le secours de ready-made institutionnel de Dieu en prêt à consommer. Les femmes posaient un autre problème. Elles déterminaient leur propre valeur et en fixaient le prix. Si ce n'est que ma sensibilité, autant que mon intelligence ne s'y trompait pas, elles réclamaient trop souvent plus qu'elles ne valaient. Autre chose, pour avoir observé de près mon père, ce monstre décervelé qui m'avait éjaculé sur cette terre de douleur, j'en avais déduit qu'un individu pouvait travailler sa vie entière et finir fauché comme les blés. Lui-même, il avait, mois après mois, dépensé l'argent de son salaire en acquérant les biens de consommation dont il pensait avoir besoin, des biens nullement précieux, voitures, lits, postes de radio, aliments, vêtements, bref, des biens aussi surestimés que les femmes, raison pour laquelle il tira la langue toute sa vie. Même mort, il remit ça en offrant, ultime folie des grandeurs, un magnifique cercueil de chêne massif à la vermine aveugle de l'enfer. Bien entendu, chacun de vous peut s'enrichir, mais son sort ne s'en trouvera pas pour autant amélioré. Allez-y, marrez-vous. Certes, je ne me ferai pas prier pour encaisser tous les chèques que vous m'enverrez, mais je resterai conscient de ne rien posséder. Aussi permettez-moi de me tenir à l'écart des riches qui constituent, dit-on, la race supérieure. Le crâne d'un cochon mort, les dents plantées dans une pomme pourrie me dégoûtent moins que cette histoire de classe supérieure. Et d'ailleurs, un cochon mort ne me dégoûte pas du tout. Bon, me revoici dans une bibliothèque, assis à ma table, crevant la dalle, mais le visage baigné par le soleil, et pleinement conscient de tout, une guerre de merde, la morosité, la mort, le bourdonnement des mouches. J'étais alors jeune et désemparé. J'ai beau avoir pris de l'âge, je suis toujours aussi désemparé. Et donc, dans cette bibliothèque, la vision du savoir accumulé des générations précédentes ne me faisait a priori ni chaud ni froid, car j'étais persuadé que personne dans ce monde n'avait tenu un seul propos de bon sens. Assis au milieu de ces milliers de livres, je me disais qu'au lieu de tuer les gens comme ils s'y employaient, ils auraient été mieux inspirés de se servir de tournevis et de tenailles, ou de leur verser de l'acide sur les yeux. Aussi bien ils auraient pu leur briser les jambes, ou les enfermer dans des cages aux tigres. Cela dit, ils les exterminaient de si bon cœur qu'il n'en survivait à peine qu'un ou deux sur 1 million, sans qu'on sût discerner qui étaient les tueurs et pourquoi ils tuaient. Quand la nuit tombait, je quittais la bibliothèque et je m'en allais errer de par les rues, passant et repassant devant des portes fermées à double tour et des fenêtres dont on s'était empressé de tirer la targette de sécurité. Parce que j'avais tout d'un locteux, les femmes qui me croisaient me jetaient un regard de mépris, alors qu'elles auraient couché avec n'importe quel gros porc pourvu qu'il possédât une écurie de chevaux de course ou des boutiques de prêteurs sur gage.
Je déambulais ainsi dans des rues noires de cadavres qui remuaient leurs jambes, qui parlaient, qui avaient un nom, et qui tiraient fierté de leur réussite. Reste qu'ils étaient bel et bien morts. Chacune des artères de la ville, avec sa succession de visages, vicieux et desséchés et pleins de merde, se comparait à un cauchemar éveillé. À force de les voir, ça ne ratait pas. Je finissais par perdre l'équilibre, car ce n'était pas la faim qui m'affaiblissait, mais le constat que je vivais et vivrais jusqu'à la fin dans un monde de morts vivants. En résumé, la bibliothèque, enfin des murs, me servait de chambre. J'en avais terminé pour la journée avec les bancs en bois ou en fer peints en vert. Ici, je pourrais ouvrir les yeux sans crainte. Mon goût pour la lecture s'est manifesté assez tôt. À 14 ans, j'étais obligé de planquer sous les draps ma petite lampe de poche, mon père ayant fixé l'extinction des feux dans toute la maison à 20 heures. Il voulait être en forme dès le saut du lit, afin de pouvoir se montrer un obéissant pantin au boulot. Résultat, à la bibliothèque, j'attaquais toujours par les rayons philosophie et religion. Après quoi, je me rendais dans la salle des périodiques où l'on trouvait en grand nombre des exemplaires du New York Times. Leur lecture renforçait si vite mon pessimisme que le rasoir, le robinet de gaz, les ponts et la mort au rat de Thomas Chatterton se rappelaient à mon bon souvenir. Une fois de plus, je venais d'être confronté au même problème. Des cadavres qui donnaient leur point de vue cadavérique sur les activités mortifères d'autres cadavres. Un vrai gâchis, des pages et des pages imprimées pour du vent. Ils n'avaient pas changé de stratagème, nous assénant une érudition qui n'était que faux semblant malgré quelques occasionnelles trouvailles et un reste de savoir-faire. À la vérité, la majeure partie de leurs sujets ne s'occupait pas de mon cas. Ça vous dérange que je ramène tout à moi, mais qu'existe-t-il de plus important, j'allais écrire de plus impotent, que ma personne? Alors que je jouais avec le sablier de la mort, eux m'informaient des dernières trouvailles gourmandes en matière de cupcakes. Ou pire, ils remplissaient des colonnes et des colonnes de bêtises pontifiantes, ou alors, quand ils étaient sur le point de mettre le doigt sur du tangible, ils se hâtaient d'imprimer le point final. Longtemps, j'avais cru qu'il manquait de courage. Désormais, je savais que c'était infiniment plus simple. Ils n'avaient rien à dire. Je m'en étais déjà douté un peu, ayant fini par identifier les principales caractéristiques de leur langage d'enculeur de mouches, de l'inintelligible dédaigneux, des mots à rallonge, des épithètes d'un autre siècle, le tout leur servant de bouclier, sinon de béquille, dans l'espoir de nous dissimuler leur néant. Du toc en stock, tel était leur style, et tel je pris l'habitude de le définir. Cependant, en me laissant guider par la seule curiosité, j'avais découvert un nouveau domaine, celui de la création littéraire, romans, nouvelles, poésie, et, comme, ô surprise, il s'en dégageait un semblant, guère plus qu'une lueur d'énergie, quelques-unes de mes questions obtinrent enfin un début de réponse, si bien que, plus que la raison, l'amour, existerait-il une meilleure raison, me fit comprendre que la poésie était le moyen de communication le plus fulgurant, le plus séduisant, le plus époustouflant. Pourquoi vouloir écrire un roman quand on pouvait tout dire en 10 vers? Pourquoi écrire 10 romans quand en 10 poèmes on pouvait en écrire 10 000? Mais je reconnais que Crime et Châtiment n'aurait pas tenu en 10 lignes et, bien que sa fin ne m'accroche toujours pas, une concession de l'auteur à l'hypocrisie de notre société, ce roman n'en demeure pas moins admirable. À l'identique, une poignée de romanciers trouve encore grâce à mes yeux, mais ils ne suffisent pas à racheter la médiocrité de tous les autres. Les 3/4 de Crime et Châtiment font partie de ces raretés qui parviennent à maintenir en vie un jeune fou affamé et rongé par l'ennui propre aux bibliothèques publiques. Sherwood Anderson a été bon jusqu'à ce qu'il pige comment baiser son public en se répétant. La même chose est arrivée, mais dès ses débuts, à Faulkner, ce nullard qui fut l'un des plus grands truqueurs de son temps et qui continue de mystifier les nouvelles générations. Hemingway se laissa lui aussi tenter par la redite, mais, par chance pour sa réputation, il n'a pas pu jouer très longtemps à ce petit jeu. D'où ce truisme. Dans la dernière ligne droite, la poésie mènera toujours la course en tête. Impossible de la rattraper. Et elle est annoncée dans la prochaine, misez sur elle. Reprenons. Le soleil s'était levé. Il était temps d'abandonner mon banc et de regagner mon sanctuaire. Indifférent aux reniflements offusqués des employés de la bibliothèque, mes vêtements ne sentaient pas la rose. J'allais m'asseoir à ma place après avoir, ce matin-là, emprunté au passage 2 revues universitaires, la Kenyon Review et la Sewanee Review. Pour je ne sais plus quelle raison,
De telles publications attiraient l'attention de celui qui, comme moi, n'avait rien avalé depuis 48 heures. À tant d'années de distance, je suppose que c'était dû à leur rassurante typographie et à l'odeur de neuf émanant de leurs pages que personne avant moi n'avait tourné, et aussi à ce mélange de légèreté et d'acidité dont faisait preuve leur rédacteur, à croire qu'il savait ce qui se passait au dehors et qu'il pouvait en parler avec compassion et pertinence. Quel rythme, quelle acuité, et quelle dextérité dans le maniement du scalpel. De fait, je ne feuilletais de telles revues, vertueuses et savantes, que parce qu'elles étaient censées me procurer de petits moments de plaisir, lesquels n'excédaient pas 3-4 minutes. Passé ce délai, elles tombaient de mes mains. Une fois de plus, j'avais été refait. Rien de vrai là-dedans, rien sur la vie quotidienne, les rues, les bancs publics, le peuple, rien sur cette existence vouée à l'inutilité. En revanche, il se montrait plus prolixe avec les morts qui, emprisonnés sous leurs 6 pieds de terre, étaient suffisamment silencieux pour qu'on parle d'eux sans qu'ils s'en enfoncent. J'étais déjà attiré par les nouvelles, mais ne possédant ni machine à écrire, ni même, la plupart du temps, d'adresse postale, je les envoyais écrites à la main en magazine. La suite, je ne pouvais que l'imaginer. Un rédacteur en chef ventripotent, bien au chaud dans son burlingue, qui se fendait la pêche en les lisant avant de les balancer à la poubelle. Il n'y eut que ce bon vieux Whit Burnett pour s'intéresser, non sans une certaine jubilation mêlée d'impertinence, à mes nouvelles, comme en attestaient ses commentaires quand il me les retournait et qu'il ne me restait plus qu'à les déchirer. N'empêche qu'il avait fini par en publier une dans son cher Story. Je tournais aussi autour de la poésie, sans arriver à me décider. C'était en suspens dans un coin de ma tête. J'y pensais déjà qu'en filant sur Sacramento, je brûlais le dur en compagnie d'autres voyageurs sans billets. J'y pensais toujours quand je partageais la cellule de Courtney Taylor, l'ennemi public numéro 1. J'y pensais encore après m'être enfui de LA, où j'avais détruit mon appart sous l'emprise de l'alcool, quand je crachais ma littérature sur une portative installée en équilibre sur la tête d'une pute philippine. Mais bordel de merde, vous connaissez l'Amérique. Quelque part entre les bancs de l'école et le moment où cette envie de poésie m'avait pris, il m'était tombé dessus, me hurlant dans l'oreille que les poètes, allons au plus court, n'étaient que des tapettes. Ce n'était pas complètement faux. Il faut aussi que je vous dise que, dans un moment d'égarement, je m'étais inscrit à un cours d'écriture que donnait l'université publique de LA. Eh bien, mon pote, c'était rempli de pédocs, chichiteux, plaisants à voir, mais avec rien dans le ventre. Écrivant un jet continu sur les fragiles araignées, les jolies fleurs, les cieux étoilés et les pique-niques en famille. Les rares femmes étaient plus baraquées et cinglantes que les mecs, mais elles écrivaient aussi mal. Rien qu'une bande de cœurs brisés, ravis de se côtoyer, ravis de pouvoir s'épancher sur les choses de la vie, ravis de leurs crises de colère et de leurs opinions sans saveur et des plus rebattues. Notre professeur était le premier à prendre place sur le parquet de la salle de classe. Il s'asseyait bien au centre, les fesses posées sur une couverture tricotée à la main. Ses yeux vides trahissaient un manque évident d'intelligence et d'expérience. Aussitôt après, ses fidèles se rassemblaient autour de lui, en admiration devant leur idole, avec d'un côté les femmes et leurs virevoltantes jupes longues et, de l'autre, les hommes et leurs petits culs serrés qu'ils pouvaient enfin détendre. Chacun à leur tour, ils se lisaient leurs textes, gloussaient ou frémissaient en trempant un cookie dans leur tasse de thé. Parler d'une blague, je me tenais à l'écart, assis aussi sur le plancher, mais adossé à un mur, le regard lointain et la rage au cœur, et, lorsque je me forçais à les écouter, ce n'était que pour me conforter dans l'opinion que le moindre de leurs échanges n'avait qu'un seul but, se rassurer sur leur médiocrité respective. « Bukowski, pourquoi ne participez-vous pas à nos discussions ? Vous n'en pensez donc rien ?» me demanda un jour le professeur. « Ce que j'en pense, je pense que tout cela n'est qu'une couillonnade, et que personne ici n'y changera quoi que ce soit. » Incidemment, je venais de lui asséner le meilleur poème du semestre. 3 semaines plus tard, la chance m'ayant souri au dé dans les chiottes d'un bar du coin, je faisais la sieste sur le sable de Miami Beach et je bossais à mi-temps comme magasinier chez Deep Rimas. La poésie, c'est comme la météo. Ce n'est pas parce qu'on en parle qu'elle va changer. Il n'en est pas moins vrai que la poésie, plus que les autres formes d'expression artistique, respecte, sans doute un peu trop, la tradition. Je n'ai ainsi toujours pas compris pourquoi les poètes ne disposent pas de la liberté créatrice dont jouissent les peintres et les musiciens. Ce qui n'excuse pas notre manque d'inspiration, ni que nous laissions les autres artistes s'amuser plus que nous. Outre qui nous empêche d'avancer, le poids de la tradition permet par contre aux singes savants de se frayer méticuleusement une voie vers les bravos. Bravo. La tradition est intransigeante, ma belle.
Si tu as une gueule de bois, l'Alka-Seltzer suffit. Mais si tu veux écrire un poème, tu dois relire Keats et Shelley, ou si tu vises la modernité, ce sont Auden, Spender, Eliot, Jeffers, Pound et W.C. Williams, et notre E.E. Cummings que tu dois reprendre. Franchement, c'est se foutre de nous. Et ça explique pourquoi il n'y a pas 5 hommes dans ce pays capables de jeter sur le papier 4 bons vers. Tous en tant que nous sommes, nous avons perdu la main face aux tapettes, aux fleurs bleues, aux lesbiennes et aux professeurs de littérature. Allez, faites-vous plaisir. Traitez-moi d'insensible, d'inculte, d'ivrogne, de tout ce qui vous passe par la tête. Votre monde m'a créé, et en retour, j'ai créé ce que j'ai pu. J'ai porté sur mon épaule la moitié d'un bœuf sanguinolent tout droit sorti de l'abattage, et je l'ai accroché à l'arrière d'un camion, à un pendoir terni par l'usage. J'ai passé la serpillière dans les chiottes pour femmes pendant que vous dormiez. J'ai volé autrui et autrui m'a volé. J'ai prié à genoux devant le panneau d'affichage d'un champ de course. J'ai été contraint d'écrire dans une pissotière sous la menace d'un flingue, une pièce pour la poule d'un gangster. J'ai épousé et quitté sans me retourner une femme qui possédait $1 million. D'est en ouest, j'ai rampé, ivre-mort, sur le sol de centaines de ruelles. J'ai été pompiste, j'ai travaillé dans une biscuiterie pour chiens, j'ai vendu des arbres de Noël, et j'ai même été contremaître. J'ai conduit un semi-remorque, j'ai été gardien d'immeuble, j'ai perdu mes boots dans un bordel texan. J'ai vécu 1 an à bord d'un yacht parce que je savais faire démarrer le moteur de secours et que je baisais la femme d'un manchot aussi friqué que Jobard, qui pensait avoir du génie quand il jouait de l'orgue, et qui m'avait chargé d'écrire les livrets pour ses foutus opéras. Et, comme nous étions, lui et moi, saouls 5 jours sur 7, ça roulait impeccable jusqu'au jour où il rendit l'âme. Mais je m'écarte du sujet. Le sujet est la poésie. Le sujet me tire des bâillements. La poésie doit se reprendre, se redresser. Whitman s'est trompé. Ce n'est pas au public de se montrer à notre auteur. C'est à nous d'écrire de la bonne poésie. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais osé avouer ce qui va suivre, mais, vu que je suis suffisamment défoncé, je dois vous confier qu'en Amérique, Ginsberg est sans conteste la voix la plus stimulante depuis la disparition de Walt. Quel dommage qu'il soit pédé. Et quel dommage que Genel le soit aussi. Ce n'est pas qu'il soit pédé qui me dérange, c'est que nous nous tournons les pouces pendant que les pédés nous apprennent à écrire. À propos, s'agissant de Whitman, j'ai cru comprendre qu'il draguait les marins. Ce mâle, cette belle gueule, ce symbole de l'intelligence, avec sa noble barbe blanche immaculée, ben merde alors, il draguait le mataf. Comment peut-on en vouloir aux écoliers qui traitent les poètes de tarlouse? Hein, que vous n'imaginez pas Whitman pinçant, le sourire aux lèvres, la cuisse d'un matelot ennuyeux comme la pluie? Et la suite, vous ne l'imaginez toujours pas? La suite, c'est qu'il y en aura bien 1 ou 2 parmi vous qui réussiront à sortir du lot. Quant à moi, je sais que je n'écris pas trop mal, mais c'est loin d'être suffisant. En plus, je vieillis, je bois de plus en plus, je parle trop, bref, il est temps qu'un nouvel en dehors prenne la relève. Force enfin ces écoliers au visage dur à desserrer les poings, à jeter leurs battes et leurs caillasses, afin qu'ils écoutent le vrai, le puissant, le brillant E.E. Cummings. Dehors, devant le bordel, le lycée, voici le vieil Ezra qui rentre chez lui. Il a 100 ans maintenant, sa peau est tatouée d'hiéroglyphes chinois. Il vient d'être élu gouverneur du New Hampshire. Dans la pièce d'à côté, une femme assise dans son rocking chair berce mon enfant, et j'entends le bruit d'un grincement. L'influence des femmes sur les hommes est bénéfique, et en même temps elle est effroyable. Et dans mon cas, elle fut essentiellement effroyable, que je me sois montré prévenant ou négligent. Je n'ai donc qu'un conseil à vous donner. Un poète, s'il ne veut pas disparaître trop tôt, doit se méfier de ses fréquentations, de sa bite et de son ego. N'oubliez pas de résilier tout de suite votre abonnement à la Kenyon Review et devenez un fidèle dolé, un magazine dans lequel nos articles vous feront loucher autant qu'ils vous feront marrer, puisque nous sommes nuls en orthographe et en ponctuation. Promis, juré, vous allez adorer. Vous allez prendre 7 kilos et coucher avec votre sœur ou la meilleure amie de votre épouse. Tout peut arriver. Même que cet article s'achève. La preuve,